Alors comment est-ce qu'on est passé de l'étude de ce qu'on appelait autrefois l'âme à une véritable science? C'est un voyage assez fascinant et c'est ce qu'on va explorer en partant de la philosophie ancienne pour arriver jusqu'au laboratoire d'aujourd'hui. En fait, tout part d'une question fondamentale, une question qui a taraudé les penseurs pendant des siècles. Comment est-ce que notre intérêt pour l'intangible, pour l'esprit, comment est-ce que tout ça a bien pu se transformer en une discipline scientifique, avec ses propres méthodes, ses expériences, ses théories qu'on peut vérifier? Ce n'est pas qu'une simple évolution, on parle là d'une véritable révolution. D'ailleurs, pour bien commencer, le mot lui-même nous donne un indice, psychologie. Ça vient du grec ancien psyché, qui veut dire l'âme ou l'esprit, et logos, qui signifie l'étude. Donc, littéralement, c'est l'étude de l'âme. Tout est déjà dans le nom en quelque sorte. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier grand tournant. C'est le moment clé où la psychologie, elle prend son indépendance et se sépare officiellement de sa grande sœur, la philosophie. Et là, le changement de perspective est radical. D'un côté, on a la philosophie, qui utilise la raison, le débat pour réfléchir à des concepts abstraits comme l'âme. On pense à Descartes et sa fameuse séparation entre le corps et l'esprit. De l'autre côté, la nouvelle psychologie arrive et dit « stop ». On va se concentrer sur des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut observer, le comportement par exemple. Et pour ça, la méthode, c'est l'expérience. Et s'il y a un nom à retenir pour ce grand basculement, c'est bien celui de Wilhelm Wundt. En 1879, il fonde à Leipzig le tout premier laboratoire dédié à la psychologie expérimentale. Le premier. Ce n'est plus juste une idée en l'air, c'est une science en action. C'est ce moment qu'on considère comme la naissance officielle de la psychologie scientifique. Alors voilà, la psychologie est devenue une science. Mais à peine née, la première grande bataille d'idées éclate. Deux écoles de pensée vont s'affronter pour savoir comment, au juste, on va bien pouvoir cartographier ce nouveau territoire immense qu'est l'esprit humain. Le conflit est assez clair. D'un côté, les structuralistes. Eux, ils veulent décomposer la conscience en ses plus petits éléments, un peu comme un chimiste qui analyse une molécule. Leur question, c'est de quoi c'est fait. De l'autre côté, les fonctionnalistes, avec William James, posent une question beaucoup plus pratique. Ok, mais à quoi ça sert? Ce qui les intéresse, c'est de comprendre le rôle de l'esprit pour nous aider à nous adapter au monde. Et si on pensait que ce premier débat était intense, ce n'était rien. Juste après, la psychologie va connaître une fracture encore plus profonde. Deux nouvelles approches, radicalement opposées, vont dominer tout le XXe siècle en s'ignorant presque totalement. D'abord, il y a le behaviorisme. Pour des gens comme John Watson, tout ce qui se passe dans la tête, la conscience, c'est trop subjectif. Alors il décide de ne s'intéresser qu'à ce qui est observable. L'esprit devient une sorte de boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans et à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est le stimulus qui entre et la réponse comportementale qui sort. C'est tout. Et puis, à l'exact opposé, on trouve Sigmund Freud et la psychanalyse. Lui, le comportement observable, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui le fascine, c'est justement tout ce qui est caché. Pour Freud, le vrai moteur de nos actions n'est pas dans l'environnement, mais bien dans une partie de notre esprit à laquelle on n'a pas accès, l'inconscient. L'image de l'iceberg est parfaite pour ça. La petite pointe qui dépasse de l'eau, c'est notre conscience. Mais l'énorme masse de glace immergée, ce sont nos désirs refoulés, nos traumatismes, et selon Freud, c'est cette partie invisible qui façonne notre personnalité et dirige notre vie, sans même qu'on s'en rende compte. On se retrouve donc face à un dilemme, soit une science du comportement qui ignore la conscience, soit une théorie de l'inconscient qui a du mal à être prouvée scientifiquement. Il fallait une troisième voie. C'est là que de nouvelles approches vont émerger pour tenter de réconcilier l'expérience intérieure et la rigueur scientifique. La première de ces réactions, c'est la psychologie humaniste. Des penseurs comme Maslow et Rogers trouvent le behaviorisme trop mécanique et la psychanalyse trop pessimiste. Eux, ils vont remettre l'accent sur le libre arbitre, le potentiel humain et notre désir de nous réaliser, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ensuite, une autre révolution majeure arrive, la révolution cognitive. Avec les progrès de l'informatique, les psychologues trouvent une nouvelle métaphore très puissante. L'esprit n'est plus une boîte noire, il est peut-être comme un ordinateur. Et ce modèle change tout, parce qu'il permet enfin de rouvrir cette fameuse boîte noire, mais de manière scientifique. On peut enfin étudier sérieusement les processus mentaux, comment on perçoit l'info, comment on la stocke en mémoire, comment on raisonne. Tout ça est vu comme des étapes de traitement de l'information. Mais le voyage est loin d'être terminé. Aujourd'hui, la psychologie fait face à de tout nouveaux défis qui remettent en question ses fondations et la poussent une fois de plus à évoluer. Un des plus grands défis, c'est le problème WORD. C'est un acronyme anglais qui montre que près de 80% des participants aux études de psychologie viennent de pays occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques. Le problème, cette population ne représente que 12% de l'humanité.
On a donc construit une science de l'esprit humain en étudiant un tout petit échantillon, pas très représentatif. Et puis il y a ce chiffre qui a vraiment secoué le domaine, 39%. Mais 39% de quoi exactement? Eh bien, c'est ce qu'on a appelé la crise de la reproductibilité. Un projet énorme a essayé de refaire 100 études de psycho déjà publiées et n'a réussi à obtenir les mêmes résultats que dans 39% des cas. Moins de la moitié. Ça a forcé toute la discipline à réévaluer ses méthodes de recherche et la fiabilité de ses découvertes. Alors, la question cruciale demeure. Face au défi de la diversité culturelle et à cette crise de la reproductibilité, la psychologie est sans doute à l'aube d'une nouvelle transformation. De l'étude de l'âme à une science globale qui doit être consciente de ses propres biais, son histoire est vraiment loin d'être terminée.